Aucune économie ni aucune entreprise ne peut relever les défis de l'heure, ni mettre en valeur tout son potentiel si les femmes sont mises à l'écart. Ces mots sont de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, prononcés à Marrakech en 2018. Ils résonnent aujourd'hui avec une force intacte, parce qu'ils ne sont pas une déclaration de circonstance. Ils sont une boussole, une vision d'État qui fait de la femme non pas un sujet à protéger, mais une force à mobiliser dans les institutions, dans l'économie, dans la diplomatie et jusqu'au cœur du continent africain. C'est sous cette haute inspiration que nous nous retrouvons aujourd'hui. La femme africaine n'a pas attendu la permission d'exister. Elle a fondé, innové, négocié, transmis et construit. Non pas malgré le monde, mais pour le monde. Elle n'est pas une réponse à un manque, elle est une force en soi, une intelligence propre, une vision singulière, une capacité de transformation qui, lorsqu'elle est pleinement mobilisée, élève l'ensemble des sociétés. C'est cela, le leadership féminin africain. Pas une revendication, une réalité. Et cette réalité a un visage aujourd'hui, ou plutôt des dizaines de visages, des scientifiques de rang mondial, des chefs d'entreprise, des diplomates, des bâtisseuses de paix, venus du Maroc, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Gabon, du Tchad, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et de tout le pays africain. Du cynisme contre ceux qui regardent l'Afrique et ne voient que ce qu'elle n'est pas encore, que ce continent est en train de naître à lui-même, que cette naissance est douloureuse, contre toutes les naissances, mais qu'elle est réelle, et que ces sages-femmes, en grande partie, sont des femmes. Nous avons choisi le leadership, non pas parce que c'est un thème à la mode, non pas parce que les institutions internationales le demandent. Nous l'avons choisi parce que nous avons regardé les chiffres en face. 40% du PIB africain généré par des femmes qui restent invisibles dans les décisions. Moins de 13% de femmes dans les négociations de paix officielles, alors que ce sont elles qui reconstruisent les communautés brisées par les guerres que d'autres ont décidées. Un continent qui laisse la moitié de son intelligence, la moitié de son courage, la moitié de son avenir sur le bord du chemin. Cela doit cesser maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans les conditions, quand les conditions seront réunies, car les conditions ne se réunissent jamais d'elles-mêmes. Elles se créent. Où aucune femme n'est à justifier sa compétence avant qu'on lui accorde la parole. Où le leadership ne sera plus genré parce que la question ne se posera plus. Ce rêve commence aussi dans cette salle avec vous. Bienvenue au 5e sommet de l'africanité. Que ce sommet soit à la hauteur de votre courage. Walhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots chaleureux, impactants qui viennent du cœur. Nous avons ici une autre présence qui n'est pas des moindres, Madame Ramata Almami Mbeye, directrice du secteur des sciences humaines et sociales de l'ICESCO. L'ICESCO, Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, est bien plus qu'un partenaire institutionnel de ce sommet. Sa présence ici témoigne d'une convergence de valeurs, celle de la connaissance, de la dignité humaine et de la place centrale de la femme dans les sociétés contemporaines. Madame Ramata Almami Mbeye, j'espère que je prononce correctement, dirige au sein de l'ICESCO le secteur des sciences humaines et sociales, un poste qui fait d'elle une voix de référence sur les grandes mutations culturelles et intellectuelles du monde islamique et africain. Madame la directrice, à vous la parole. Les applaudissements, mesdames et messieurs.
Salam alaikum, bonjour. En fait, c'est avec une grande émotion que je me retrouve ici en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que mère, en tant qu'africaine et en tant qu'aussi citoyenne du monde. Et il faut le dire, militante de la cause des femmes, parce que c'est notre devoir. Pour représenter l'organisation pour laquelle je travaille, qui est l'ISESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, qui constitue, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président, une vision, un modèle, une référence pour un monde civilisationnel innovant. Monsieur le Président, que j'ai eu On l'a senti réellement dans tout l'engagement. Merci aussi à la voix de l'ISESCO qui rappelle que derrière chaque avancée pour les femmes, il y a une ambition de civilisation. C'est exactement ce que nous allons continuer d'incarner avec notre invitée suivante. Madame Rita Maria Znebor, PDG de Diana Holding. Elle est l'une des figures les plus emblématiques du leadership féminin au Maroc et sur le continent, à la tête d'un des groupes agro-industriels le plus important du royaume. Madame Rita Maria Znebor incarne ce que ce sommet est venu affirmer. Qu'une femme à la tête d'une grande entreprise n'est pas une exception, c'est une réalité et c'est un modèle à suivre. Nous sommes honorés de sa présence parmi nous en qualité d'invité d'honneur. Nous sommes honorés de sa présence tout court. Madame Znebor, nous vous cédons la parole. Mesdames, Messieurs, je pense que l'honneur est mien. Donc merci Président d'avoir pensé à m'appeler ici, même si vous me mettez dans une position un peu délicate, celle de me dire que qu'ai-je donc fait pour mériter tel honneur. Donc je vais m'adresser à vous tous, Mesdames, Messieurs, Excellences, Président, Madame Rabalta, Monsieur, pour vous dire que je sais devoir recevoir un prix, semble-t-il, et au nom de la Fondation Rita Znebor, c'est à ce titre que la chose me touche. Parce que mes armes, c'est dans le social que je les ai faites. Et c'est là que je ne vais pas dire acquis du leadership, mais que je me suis révélée à moi-même. Donc c'est un immense honneur et surtout une profonde responsabilité que d'être identifié comme quelqu'un représentant quelque chose. Donc je souhaite exprimer ma gratitude à le véritable pouvoir est celui qui élève. Élever un enfant par l'éducation, élever une femme par l'autonomie, élever un homme par la responsabilité et la transmission, c'est élever une société par la dignité. C'est élever un continent par la solidarité et la connaissance. C'est cette Afrique-là que nous devons bâtir ensemble, une Afrique unie, compétente, humaniste et rayonnante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos mots humanistes, porteurs et qui viennent du cœur. Merci à la femme de vision et de bâtisseur que vous êtes. Celle qui prouve que chaque jour, à la tête de son entreprise, que l'excellence au féminin n'est pas une exception. C'est une réalité qui crée de la valeur pour tout un pays. Votre témoignage restera gravé dans nos cœurs. Nous avons le plaisir aussi d'avoir parmi nous un homme. Voilà. Deuxième partie. Les femmes, elles ont leur place, les hommes aussi. Nous sommes complémentaires. Monsieur Mohamed Midouche, docteur Mohamed Midouche, il est l'une des figures les plus actives de la diplomatie africaine et du dialogue entre nations. Expert international en économie et finance, ancien cadre dirigeant de la Banque africaine de développement,
vice-président exécutif de l'Académie diplomatique africaine, consul honoraire de la République du Cap-Vert auprès du Royaume du Maroc, auteur d'une thèse de doctorat sur le gazoduc africain-atlantique et homme que l'on surnomme, non sans raison, Monsieur Afrique. Cher ami, ça fait plaisir. Sa présence parmi nos officiels ce matin témoigne de son engagement constant pour le dialogue entre les nations africaines et la coopération sud-sud. Dr Hamid Touche, nous vous accueillons, à vous la parole. Sous vos applaudissements. Cher Sabria, merci beaucoup pour cet hommage que tu m'as rendu. Je suis très ému. Je voudrais commencer mon propos en souhaitant la bienvenue à quelqu'un qui vient de rentrer dans la salle et qui m'est très cher. Je veux dire, ambassadeur émérite, M. Omar Dembaba, conseiller spécial du président de la République, M. Macky Sall, que je vous demande d'applaudir et de prier pour qu'il soit le nouveau secrétaire général des Nations Unies. L'ambassadeur Dembaba est arrivé ce matin de Dakar pour se joindre à nous. Et je voudrais vraiment le remercier pour l'amour qu'il attache à notre pays, le Royaume du Maroc, qu'il aime beaucoup, et où il séjourne régulièrement aussi. Dieu le Dieu, monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers frères et chères sœurs, messieurs et mesdames les diplomates, madame la représentante, c'est ma sœur de l'ICESCO, pardon, l'ICESCO, vous voyez, c'est la même famille, hein? On se complète, mais je voudrais juste faire une petite suggestion à l'ICESCO parce que j'ai retenu dans votre intervention que vous souhaiteriez élargir le membership de l'ICESCO aux pays non membres jusqu'à présent, en Asie, en Amérique. Mais je voudrais quand même que vous incluez les pays où réside la diaspora africaine, musulmane. Combien de millions de musulmans? Peut-être qu'on devrait faire beaucoup plus. Et c'est vrai que la Fondation de l'Africanité était fière d'honorer Macron et des 11 présidents africains. Mais aujourd'hui, on est vraiment très fiers de pouvoir accompagner le leadership féminin. Je voulais vous dire aussi une chose, c'est que il y a un constat qu'on doit faire tous aujourd'hui. Je pense que tout le monde ici sera d'accord. La gouvernance masculine, en ce qui concerne l'énergie, est un échec. On le voit aujourd'hui. Le pétrole, le gaz, ce sont des énergies qui sont localisées. Et lorsque on a des énergies localisées, il y a des conflits, il y a des guerres. Mais en fait, la gouvernance qu'on a soi-disant confiée aux hommes est un échec parce que du jour au lendemain, un fou peut appuyer sur un bouton rouge. Ouais. Mais si on considérait la possibilité d'offrir la gouvernance au leadership féminin en ce qui concerne l'énergie. L'énergie, c'est très important. Vous savez qu'en Afrique, on a découvert le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde, au Mali. Et que l'hydrogène naturel est l'avenir de la transition énergétique. Donc, peut-être que les femmes peuvent prendre la main sur le futur de la transition énergétique. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est ça qu'on doit dire aujourd'hui. La puissance féminine, c'est d'abord de pouvoir se rassembler en une fraction de seconde. Vous vous rappelez le hashtag MeToo? Vous vous rappelez de ça? Le hashtag MeToo a montré au monde que les femmes peuvent montrer leur solidarité en une demi-seconde. Et en fait, beaucoup de femmes essaient de faire des choses en Afrique, mais
elles n'ont pas un backup. Le système bancaire refuse. Mais la tokenisation, elle est arrivée. La tokenisation va permettre aux femmes de ne plus avoir besoin du système bancaire traditionnel. Au Sénégal, nous avons connu la tontine. N'est-ce pas? Vous connaissez la tontine? La tontine, c'est quoi? C'est que les femmes, entre elles, se mettent d'accord. Juste sur la parole. Je te prête de l'argent, va acheter le poisson au marché et revends-le et tu me rembourses. La cause des femmes dans le monde. En octobre 2025, le sommet mondial des femmes s'est tenu de nouveau à Beijing, permettant de consolider les consensus et de rassembler les forces pour promouvoir le développement commun des femmes dans le monde. Le président chinois Xi Jinping a annoncé les mesures suivantes. Dans les 5 ans à venir, la Chine fera un don supplémentaire de 10 millions de dollars américains à l'ONU Femmes, réservera dans le cadre du Fonds chinois pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud un total de 100 millions de dollars américains pour la mise en œuvre des projets de coopération en faveur du développement des femmes et des filles en partenariat avec des organisations internationales et lancera 1000 projets d'aide petits et beaux dans le domaine du bien-être social bénéficiant en priorité aux femmes et aux filles. Le pays accueillera 50 000 femmes pour des programmes d'échange et de formation, créera un centre mondial pour le renforcement des capacités des femmes qui vise à mener une coopération avec des pays et des organisations internationales compétents pour le renforcement des capacités des femmes et d'autres domaines de développement en vue de former davantage de talents féminins. Toutes ces mesures donnent une impulsion puissante au développement de la cause des femmes dans le monde. Cette année marque l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Les femmes constituent une force importante pour promouvoir les échanges et rapprocher les cœurs du peuple. La Chine entend saisir cette opportunité pour encourager le dialogue et les échanges entre les femmes chinoises et africaines, œuvrer sans relâche à la réalisation du développement global des femmes et s'engager résolument vers l'objectif de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. L'avenir de l'Afrique ne saurait se concevoir sans la participation des femmes et l'avenir de l'amitié sino-africaine a plus que jamais besoin de la force des femmes. Merci beaucoup. C'est le bon. Merci beaucoup. Je voudrais aussi quand même qu'on applaudisse l'ambassade du Mali. Merci beaucoup. Et l'ambassade de la Guinée-Bissau de leur présence. Nous remercions chaleureusement les excellences qui ont bien voulu honorer ce sommet de leurs paroles et de leur présence. Ces voix diplomatiques. Vous voulez parler, madame? Avec plaisir. Allez-y. Bonjour encore une fois. Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique ici présents, honorables représentants d'institutions marocaines privées et publiques, honorable président de la Fondation Trophée de l'Africanité, chers participants, mesdames et messieurs. Nous assistons aujourd'hui à l'ouverture du 5e sommet de l'Africanité. C'est pourquoi il nous semble avant tout propos et crucial de rendre un vibrant hommage aux architectes de cette initiative visant à édifier une nouvelle mentalité africaine. Son but est de sortir l'Afrique de cette profonde amnésie dont elle souffre depuis des siècles, à un moment où il n'est plus possible de cacher que c'est la loi du plus fort qui prévaut, tandis que l'Africain est dans un déni de lui-même.
Bravo à la Fondation Trophée de l'Africanité. C'est un grand honneur et une immense joie pour moi d'ajouter ma voix à celle de participants qui vont parler après. Et de dire que effectivement, les choses évoluent positivement. Et depuis des années, chez moi au Comore, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans le domaine du travail. Et s'ils ont les mêmes diplômes, ils ont la même place, ils ont la même rémunération dans leur travail, sans distinction Mais aussi, la deuxième chose que je voulais dire, que Madame l'ambassadrice a évoqué une question que chez nous en Afrique, on parle au mariage avant que la femme prenne sa place. Ça m'a piqué un peu là, parce que je suis venu avec ma fille qui est là. Elle a fait ses études en Malaisie, elle a un master en biotechnologie. Et on s'apprête à organiser son mariage. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque Madame l'ambassadrice est apparue là, on s'est regardé, on a souri. Donc là, ce n'est pas un frein. On ne va pas freiner ses ambitions. Les directeurs d'écoles primaires quand ils reçoivent nos enfants. Voilà, dans cette association, on fait aussi le ramassage scolaire. Il y a les soins pendant très longtemps, avant qu'il n'y ait un centre de santé autour. J'ai un centre de santé qui était géré par un couple d'infirmiers, hommes et femmes, qui avait été délégué par le ministère de la Santé, qui ont pris leur retraite chez moi. L'époux est toujours vivant, c'est lui qui dirige l'association. Et voilà, donc on a fait beaucoup de choses dans ce cadre et on voudrait faire beaucoup plus. Mais on dit que l'union fait la force et je compte beaucoup sur toute personne qui pourrait apporter sa pierre à cet édifice parce que je pense que ce sera un modèle à respecter. Merci. Madame Zneva, merci pour tout ce que vous faites pour la femme, les enfants. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous. Monsieur le Président, merci beaucoup, cher Amdouche, merci, cher ami, chère sœur Ramata, et te saluer aussi, saluer toute l'assistance ici réunie. Je ne suis pas un homme de micro, je ne suis pas très à l'aise devant le micro, je suis plutôt un homme de l'ombre, mais je pense qu'aujourd'hui, la cause justifie que je prenne la parole ici pour recevoir cette prestigieuse distinction de la Fondation des Trophées de l'Africanité, décerné à son Excellence le Président Macky Sall, président de la Fondation Macky Sall pour la paix et le développement, pour la paix et le développement, pour le dialogue et le développement. Je voudrais d'abord saluer et magnifier les relations entre nos deux pays. Je ne vais pas vous infliger un discours quand on entre dans les relations entre le Maroc et le Sénégal. Je pense que je peux en dire 24 heures et je ne m'arrêterai pas. Ce sont des relations anciennes, très profondes, ancrées entre autres dans la spiritualité. Vous savez que la foi et la raison entretiennent ces rapports ambigus. Quand on réfléchit trop sur la foi, on risque de perdre la raison. Donc je pense que je vais m'en arrêter là pour dire la profondeur de ce qu'il nous dit. C'est très ancien. Magnifier également le rôle extraordinaire que joue le Maroc quand il y a une fondation pour les trophées de l'Africanité ici au Maroc. Je dis que c'est la bonne place. Moi je suis du nord du Sénégal et quand notre frère Nasrallah prenait la parole tout à l'heure pour parler de Podor, ça me dit quelque chose. Je suis du nord du Sénégal et tout le monde sait également que les rencontres anciennes entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara nous est venue par le nord. Donc, par la force des choses, je me reconnais un peu dans ce qu'il a évoqué.
voulais la remercier et également saluer le rôle particulier que le Maroc a toujours joué dans de très vieilles civilisations. La royauté marocaine, c'est un cours d'histoire, c'est une leçon d'humanité également pour tout le monde. Il nous faut des récits africains sur l'Afrique. Trop tendance à penser que bien tout ce qui est sophistiqué, matériellement, institutionnellement, constitutionnellement, nous vient d'ailleurs. Rien n'est plus faux. Une dame, professeure Cherkaoui El-Morsli du Maroc, qui est une éminente savante en physique nucléaire, lauréate du prix L'Oréal de l'UNESCO de passé. Elle est sortie, je pense. Non, madame avait raison, c'est bien 26%. Applaudissez. Effectivement, il est de 26%. Vous pensez qu'il est petit, mais en fait, dans beaucoup de pays, même des pays européens, le taux d'entrepreneuriat féminin n'est pas aussi élevé. Donc, on a un taux d'entrepreneuriat élevé et pourtant, les femmes africaines restent parmi les plus sous-financées, les moins en fait financées et sous-représentées dans les grandes transformations économiques et technologiques mondiales. Et voilà le paradoxe africain. Les femmes africaines sont en fait au cœur de notre société. On l'a vu ce matin, beaucoup de femmes ont témoigné, on nous a rappelé ces grandes femmes qui ont fait donc l'honneur de l'Afrique, y compris donc madame qui a créé la première université donc à Fès. Et en fait, aujourd'hui, on reste quand même souvent à la périphérie donc des systèmes de pouvoir, malgré tout, et aussi des réseaux stratégiques. Et maintenant aussi, avec l'intelligence artificielle qui arrive, on est encore en périphérie. Et moi, je suis Francine Belli, donc togolaise d'origine et basée à Londres depuis plus de 20 ans. Donc je suis également de la 6e région africaine dont on a parlé ce matin, donc de la diaspora. Et je suis donc spécialiste de la transformation digitale et j'accompagne également les entrepreneurs, les dirigeants et les dirigeantes et effectivement donc à créer donc des business qui soient donc au niveau international. Et donc j'ai commencé ma carrière en fait dans les systèmes d'information au Togo et je suis donc partie du Togo, je suis allée en France, j'ai continué dans la gestion, donc j'ai fait la finance et la comptabilité en France et puis ensuite je me suis retrouvée à Londres dans la finance, dans la banque d'investissement en fait à Londres et en fait j'ai décidé de quitter, d'abandonner parce que je sentais que j'avais autre chose à apporter. Fatiguée. Je remercie tout d'abord ensuite le comité d'organisation qui a fait un excellent travail. J'ai vu un petit peu le matin l'ambiance qu'il y avait, donc j'espère que dans la continuité, l'événement se passera dans la joie et la bonne humeur africaine qui caractérise notre très beau continent. Mesdames et messieurs, excellences et chers acteurs de cette Afrique qui réinvente, qui se réinvente, c'est un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Lors de cette 5e édition du Forum de l'Africanité, je ressens une énergie particulière, celle d'un continent qui ne se contente plus de suivre les évolutions des autres. Que le capital humain entre vos mains n'est pas une ligne budgétaire, ça devient tout simplement une priorité de civilisation et encore plus. Et donc, nous allons passer à la République centrafricaine et de l'Afrique du Nord, nous traversons le continent jusqu'en Afrique centrale, jusqu'en République centrafricaine. Ambassadrice Wosm, c'est ça. Wosm. En République centrafricaine, Madame Ogéraldine Zangula porte la voix des petites et moyennes entreprises africaines, ces structures qui créent l'essentiel de l'emploi sur le continent et dans lesquelles les femmes jouent un rôle central et souvent invisible. Elle est ici pour les rendre visibles. À vous la parole, madame. Bonsoir à tous. Je vais laisser les salutations solennelles de côté, parce que je vais manger. Et j'ai beaucoup mangé, donc je vous remercie.
Je me permets d'abord de saluer la terre qui nous accueille aujourd'hui, la terre du Maroc. Le Maroc avec qui j'entretiens une relation particulière depuis 2012, où j'avais été invitée au Salon international des mines et des carrières. Et donc ce sont restées des relations bilatérales de coopération au niveau du Maroc et de la République centrafricaine et d'autres pays que je porte également en moi-même. Je salue également Sa Majesté, avec respect, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la vision africaine portée par le Royaume du Maroc et pour son engagement constant en faveur de la coopération sud-sud. Li Zimbala. Permettez-moi également un mot de gratitude. Je viens de recevoir la médaille de l'africanité et je la reçois avec humilité. Non pas comme une distraction personnelle, mais c'est sûr qu'au sortir de cette session, je rentre avec une grande dose d'humilité. Je croyais avoir un parcours exceptionnel et je me rends compte qu'il y a plusieurs excellences devant lesquelles je m'incline humblement. Je suis Géraldine Ouakonja Géraldine, je suis centrafricaine et je suis également togolaise, béninoise, nigériane et ghanéenne en ligne directe, au premier degré. Pour vous dire, j'ai des maisons familiales dans chacun de ces pays. Et ce sont les particularités qui m'ont beaucoup aidée depuis mon enfance et dont je fais une force aujourd'hui, en étant par exemple partenaire, interface entre les investisseurs et les autorités de certains pays au sein du fonds d'investissement que j'ai eu la grâce de fonder en République centrafricaine et donc il s'appelle le FODERCA, le fonds d'investissement pour la République centrafricaine. Parallèlement à cela, je suis également gestionnaire comptable au siège de France Travail en France depuis une trentaine d'années et je suis également maman d'un dernier projet qui s'appelle Zaka. Et c'est Zaka que je viens présenter aujourd'hui. En 2018, il m'est demandé un diagnostic de l'entrepreneuriat en République centrafricaine. Et nous nous rendons compte que la classe moyenne n'existe pas. Elle ne peut exister que par la structuration du secteur informel. Et à l'issue justement de cette étude, nous mettons en place un programme de structuration du secteur informel qui concerne spécialement les femmes, les filles mères et la population jeune de la République centrafricaine. Quelques années après, on me demande de donner des formations au sein de l'ACFPE, qui est l'Agence centrafricaine pour la formation et l'emploi. Et je me rends compte que je ne peux pas dispenser les mêmes formations en France qu'en République centrafricaine. Cela me mène vers ce concept de la pédagogie enracinée. Cette pédagogie qui fait appel aux racines. Cette pédagogie qui fait appel aux us et coutumes et qui, à l'issue de la première session de formation, produit un rapport qui va atterrir sur la table de la Banque mondiale et qui va, au final, débloquer une aide conséquente pour la CFP. Et pourtant, ils avaient fait appel... Bismillahirrahmanirrahim. Merci d'être encore une fois revenu à notre deuxième journée pour le 5e sommet de l'africanité, avec toujours la thématique leadership féminin en Afrique, avec la participation des l'ICESCO, notamment les jeunes ambassadeurs de la paix de l'ICESCO. La journée d'hier a été un succès. Je remercie à cette occasion tous les participants. Un succès médiatique et un succès même au niveau de la présence du contenu et de l'ensemble des partenaires qui ont contribué à cette réussite. Donc je tiens à les remercier. Aujourd'hui, donc, nous avons deux panels sur lesquels nous allons travailler sur le leadership féminin. Pour le premier panel, le deuxième panel, c'est leadership féminin et la paix.
Donc, nous avons aussi des invités. Aujourd'hui, je le rappelle, nous avons le président, M. Jawad Keldoudi, qui est le président de l'Institut marocain des relations internationales, qui est également un grand ami avec sa délégation qui sont ici présents. Et nous avons également aussi M. Mbaye de l'UNESCO parmi nous. Nous avons aussi le professeur Bertin, Loubna Idrissi, qui est une artiste peintre, mais qui est aussi un coach reconnu. Nous avons Madame également Soukaina Zakraoui, qui est du ministère de la Santé. Nous avons aussi une grande dame parmi nous, Princia qui a fait hier une démonstration mémorable de son intervention en nous racontant sa belle histoire. Donc à présent, je vais appeler pour démarrer Madame Soukaina Zakraoui. Je vais lui demander de bien vouloir être concis, clair et sachant que ce sont des interventions flash, oui, parce que c'est important. Nous voulons juste l'essentiel du contenu. Donc, Madame Soukaina, je vous prie de bien vouloir nous rejoindre et prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Madame Soukaina Zakraoui, spécialiste en santé publique, vice-présidente de la Fondation marocaine de la diplomatie innovante et ambassadrice de la Fondation Trophée Africanité. Chers invités, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à Rabat en ma qualité de vice-présidente MFID, mais également en tant qu'ambassadrice FTA. Organisatrice de ce 5e sommet de l'africanité consacré au leadership féminin en Afrique. Ce sommet n'est pas un événement de plus, c'est un signal historique, le signal d'une Afrique qui comprend enfin que le leadership féminin n'est pas une question symbolique, ni un simple enjeu de représentation, mais une nécessité stratégique pour l'avenir du continent. Car lorsqu'une femme avance, ce n'est jamais elle seule qui progresse. C'est une famille qui progresse, qui s'élève, une économie qui se transforme, une société qui se réconcilie avec elle-même, et parfois même une nation entière qui change de trajectoire. Mais aujourd'hui, je voudrais aller encore plus loin. Je voudrais encore aller plus loin. Je voudrais parler non seulement du leadership féminin, mais du pouvoir de transformation des femmes dans une nouvelle manière de penser de la diplomatie africaine. Pendant longtemps, la diplomatie a été perçue comme un espace fermé, institutionnel, réservé aux États, aux protocoles et aux rapports de force. Or, le monde change. Et avec lui, les formes d'influence changent aussi. La diplomatie d'aujourd'hui ne se joue plus uniquement dans les palais et les sommets officiels. Elle se joue dans les universités, dans les médias, dans la culture, dans l'entrepreneuriat, dans les réseaux numériques, dans les initiatives citoyennes et surtout dans la capacité de créer des liens humains. C'est précisément cela que nous appelons aujourd'hui la diplomatie innovante. Une diplomatie qui ne construit pas seulement des accords, mais de la confiance. Une diplomatie qui ne parle pas uniquement au gouvernement, mais aussi au peuple. Une diplomatie qui mise sur l'intelligence collective, la coopération sud-sud, la jeunesse et les femmes comme force motrice du changement. Et dans cette nouvelle diplomatie, les femmes africaines ont un rôle absolument central parce qu'elles portent souvent une vision plus inclusive du leadership. Parce qu'elles comprennent instinctivement que l'écoute est aussi une forme de puissance. Le leadership féminin africain n'est pas un leadership de domination. C'est un leadership de construction,
de résilience, de transmission et d'impact durable. Et lorsque nous parlons aujourd'hui de diplomatie innovante, il est impossible de ne pas évoquer le modèle marocain. Le Maroc a fait le choix d'une vision africaine fondée sur la coopération, la solidarité et le co-développement. Sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le royaume a placé l'Afrique au cœur de sa stratégie diplomatique, économique et humaine. Le Maroc ne regarde pas l'Afrique de loin. Le Maroc avance avec l'Afrique. Et ce modèle marocain est profondément inspirant parce qu'il repose sur une conviction essentielle. Le développement ne peut être durable sans inclusion des femmes. Aujourd'hui, les femmes marocaines sont présentes dans la diplomatie, dans l'entrepreneuriat, dans la finance, dans l'innovation, dans les médias, dans les institutions internationales et dans les espaces de décision. Elles participent à la transformation du pays, tout en contribuant au rayonnement du Maroc sur le continent africain. Et c'est cela la véritable puissance douce d'une nation. Sa capacité à inspirer, mais je crois aussi qu'un autre combat reste fondamental, celui du récit. Car derrière chaque transformation durable, il y a toujours une bataille invisible, la bataille de l'imaginaire. Les lois sont nécessaires, les politiques publiques sont indispensables, mais les récits façonnent les mentalités. Alors, quand on parle des récits, pendant très longtemps, d'autres ont raconté les femmes africaines à notre place. On les a décrites comme vulnérables avant de les reconnaître visionnaires, comme bénéficiaires avant de les considérer bâtisseuses. Or, l'Afrique aujourd'hui est en train de reprendre la plume. Et peut-être que la plus grande révolution de notre siècle viendra justement de cette réappropriation du récit africain par les femmes elles-mêmes. S'il vous plaît, je veux que vous applaudissiez pour les femmes africaines. Une jeune fille qui prend la parole sur une plateforme numérique, une entrepreneur qui crée une solution locale, une chercheuse qui innove, une artiste qui raconte l'Afrique autrement, une diplomate qui construit des ponts entre les nations. Toutes participent à une nouvelle souveraineté, la souveraineté narrative. Car aujourd'hui, une voix authentique peut traverser les frontières plus rapidement qu'un discours officiel. Et c'est pourquoi nous devons investir autant dans l'éducation, la culture, les médias, le numérique et le leadership féminin que dans les infrastructures et les institutions. Parce qu'une loi sans imaginaire reste fragile, mais lorsqu'une vision politique rencontre une conscience collective, alors une civilisation avance. Et je crois profondément que l'Afrique est aujourd'hui à ce moment de bascule, un moment où les femmes africaines ne demandent plus la permission d'exister. Elles prennent leur place, elles créent, elles dirigent, elles négocient, elles innovent et surtout, elles inspirent. Notre responsabilité désormais est simple, ne plus parler à la place des femmes africaines, mais leur donner les espaces, les moyens et la confiance nécessaire pour qu'elles puissent écrire elles-mêmes le prochain chapitre de notre continent. Et je suis convaincue d'une chose, si l'Afrique aujourd'hui veut devenir une puissance d'équilibre, de paix et d'innovation, alors il devra nécessairement se construire avec les femmes et par les femmes. Merci infiniment. Intervention. La condition numéro 3, c'est l'Afrique a sa propre voix. Nous n'avons pas besoin de copier les modèles étrangers. Nous avons à créer notre propre modèle. Celui qui nous ressemble, culturellement, par rapport à qui nous sommes réellement, à nos propres convictions. Mais derrière ces convictions, il y a aussi une pièce plus large que je voudrais partager avec vous. D'abord, une affirmation. Le leadership africain n'est pas une autre version. C'est un leadership, c'est une rupture avec les autres leaderships. C'est un leadership qui est construit à notre niveau.
La deuxième affirmation, actuellement, les conditions du leadership ne sont pas complètement réunies. Et c'est pour ça que nous sommes encore là. On est toujours en train de travailler, on est toujours en train de discuter du leadership. Et la troisième affirmation, nous devons inventer un nouveau leadership modèle que le monde viendra en chercher. Une quatrième affirmation, être leadership femme en 2026. C'est un immense plaisir pour moi d'avoir pu participer à l'organisation de ce sommet auprès du comité organisationnel. Je tiens à les remercier et surtout à remercier M. Nasrallah, car sans lui, rien de ce sommet ne serait possible. Tout d'abord, lorsqu'on parle de leadership africain, on évoque souvent la croissance économique, la gouvernance, la diplomatie et le développement. Pourtant, l'une des forces les plus transformatrices qui façonnent l'avenir de notre continent est encore trop souvent sous-estimée, et je parle là du leadership politique des femmes africaines. Pendant des siècles, le pouvoir politique a été concentré entre les mains des hommes. On a souvent dit aux femmes qu'elles étaient trop émotives pour diriger, trop compatissantes pour prendre des décisions difficiles, ou trop occupées par leurs responsabilités familiales pour participer pleinement à la vie publique. Mais ces affirmations, ce ne sont pas des faits, c'est des constructions sociales enracinées dans un système patriarcal qui a historiquement limité l'accès aux femmes à la politique publique. Mais la réalité, c'est que les femmes, elles ont démontré à maintes reprises leur capacité non seulement à gouverner, mais à reconstruire des nations. L'un des exemples les plus importants que je tiens à mentionner, c'est celui du Rwanda, qui détient aujourd'hui la proportion des femmes la plus élevée au sein du Parlement, avec un taux de 64%. Après le génocide de 1994, un peu d'histoire, le Rwanda a dû relever l'immense défi de reconstruire ses institutions et son tissu social qui a été profondément meurtri. Les femmes n'ont pas simplement participé à cet effort, elles étaient les actrices principales de cette reconstruction. Leur implication dans la prise de décision politique a contribué à l'élaboration de politiques favorisant la cohésion sociale, l'éducation, la santé et le développement inclusif. Et l'expérience rwandaise démontre une vérité qu'on ne peut plus nier. Lorsque les femmes sont pleinement intégrées dans la gouvernance, les sociétés deviennent plus fortes, plus résilientes et plus représentatives. Au Maroc, des progrès significatifs ont été réalisés durant les 2 dernières décennies. La représentation des femmes dans les institutions politiques a augmenté et plusieurs réformes juridiques ont ouvert de nouveaux espaces de communication et de nouvelles plateformes pour les femmes. Mais cependant, de nombreux défis persistent encore. Les femmes continuent de faire face à des obstacles structurels et à des stéréotypes sociaux qui sont bien trop nombreux pour que je puisse tous les énumérer, ainsi qu'à un accès inégal au réseau politique. Et si les avancées doivent être célébrées, elles ne doivent jamais être méprisées confondues avec un aboutissement. Car le chemin de l'inclusion politique pleine et entière est encore devant nous. En tant qu'étudiante à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'UMCSP, je constate chaque jour l'immense potentiel des jeunes femmes africaines. Environ 70% des étudiants sont des femmes, et ce chiffre est un aperçu de l'avenir. Il reflète une génération de femmes qui se préparent à devenir décideurs politiques, diplomates, économistes, chercheurs, ministres et dirigeants. Et la question n'est plus de savoir si les femmes sont capables de diriger, mais la véritable question, c'est de savoir si nos institutions sont prêtes à les supporter et à soutenir leur leadership. Nous devons également rejeter ce faux dilemme selon lequel les femmes devraient choisir entre leur ambition professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Parce que, répondez à ma question s'il vous plaît, quand avez-vous entendu un homme se faire demander si ses responsabilités parentales l'empêchaient d'exercer des fonctions de leadership? Et pourtant, on pose cette question aux femmes très souvent. Donc les femmes ne devraient pas être soumises à ce double standard, car le leadership n'est pas déterminé par le genre, mais il est déterminé par la compétence, la vision, l'intégrité et l'engagement. Alors que nous imaginons l'Afrique de demain, cessons de nous demander si les femmes ont leur place en politique. Demandons-nous plutôt à quel point notre continent deviendrait-il plus fort lorsque chaque femme qui a la capacité de diriger se voit donner l'opportunité de le faire. Merci beaucoup.
Madame Dina. Merci à vous pour cet éclairage et ce partage riche, surtout venant d'une étudiante. Merci à vous. Et au terme de cet échange, parce que justement on va clôturer ce panel, une chose, je pense, qui apparaît clairement pour nous tous, c'est que finalement le leadership féminin, ce n'est pas qu'une question de représentation, mais c'est surtout une richesse pour notre société, notre famille, pour les générations à venir, nos enfants, et surtout pour la prospérité et la cohésion sociale. Je vous remercie et je vous laisse pour un tout dernier mot avec mon collègue Jacques Loua, qui est aussi jeune ambassadeur de la paix de l'ICESCO. Je rappelle qu'on est tous les deux jeunes ambassadeurs de l'ICESCO qui ont fait partie du programme LTIPS et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, chers panélistes. Merci que vous pouvez gagner vos places. J'espère vraiment que ce panel a été enrichissant. C'est le moment où nous parlons de leadership féminin. Et je profite de l'occasion pour un hommage à cette dame au sein de notre organisme qu'on appelle l'ICESCO, Mme Ramatali, qui fait preuve de leadership et qui permet à la jeunesse africaine d'aller de l'avant et qui permet à la jeunesse africaine de se former. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Elle est là d'ailleurs, c'est elle qui a été en troisième position. Merci à tous. On donne la parole au deuxième modérateur pour le second panel. À vous, Monsieur Jacques, et merci à Madame Jihan pour la qualité de modération. Donc maintenant, passons à le deuxième panel qui sera modéré par Madame Kenza Aboud et Monsieur Mohamed Cherif. Ce sont notre jeune ambassadeur de l'ICESCO. Donc je vous invite à les accueillir chaleureusement et merci. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mohamed Mahdi Cherif de Tunisie. Je suis jeune professionnel à l'ICESCO et je commodérerai cette session avec l'une des membres de notre réseau des jeunes ambassadeurs de la paix de l'ICESCO, Madame Kenza Aboud. Je vais maintenant vous montrer une vidéo qui présente nos jeunes ambassadeurs. Très chers amis de l'appui technique, pour la vidéo s'il vous plaît. مرحبا أنا دانيال سفيرة السلام اللبنانية. أنا هذا المعطوس من فلسطين سفيرة السلام لدى منظمة العالم الإسلامي الإيسيسكو. I am Michael Tanabisheva, a young ambassador for peace and security from the Republic of Kazakhstan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسيبة اسكندر من السودان سفيرة السلام من برنامج قراءة السلام للإيسيسكو. I'm an IFESCO Youth Peace Ambassador from Iran. My name is Daniel Helal, Youth Peace Ambassador of ICESCO from Pakistan. Assalamu alaikum. My name is Ridwan Siva. I am a Peace Ambassador on the cohort of 2026 over here at ICESCO. This is my call for peace towards you guys in every respective domain that you work in. I'm Tima Mudallal, a Peace Ambassador from the Kingdom of Bahrain. Since peace is right for all, and we're living in a world full of challenges, yet we deserve a healthier and more peaceful world. ندعو إلى نبذ العرف وتبني لغة الحوار وسلك مسالك الدبلوماسية. I believe that the collaboration between cultures is the foundation for a sustainable future. في عالم يشهد التحديات المتزايدة، فأؤمن بأننا كشباب لسنا مجرد شهود عن الأزمات، بل شركاء في بناء مستقبل أكثر استقرارا وعدالة. فأصواتنا قادرة على التنمية فلنستخدمها بنفسنا. Je suis Nadia Ahmad Abderrahim, jeune ambassadrice de paix de l'ICESCO au Tchad. La paix n'a pas de frontières. Elle naît quand chaque jeune décide de respecter la vie partout sur la planète. My name is Daniel. As a Youth Peace Ambassador of ICESCO and as a someone representing Azerbaijan, I believe that the peace is not merely the absence of conflict, but the presence of justice, dignity, and mutual understanding. As young leaders, we choose dialogue over division and empathy over conflict. Le monde est rempli de conflits, mais la paix n'est pas un rêve. La paix fait une réalité parce que la paix commence par les actions. At a time when the world feels divided, we, the youth, must become the voice of peace.
Donc c'était un aperçu sur nos jeunes ambassadeurs de la paix à l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Pour notre prochain panel, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler galvaudé, qui peut sembler désuet même, mais dont il est plus que jamais important de discuter encore et encore. Vous l'aurez compris, il s'agit de la paix. À l'ICESCO, nous nous efforçons, à travers notre approche de la paix à 360 degrés, de prendre en compte tous les facteurs qui font ou qui défont la paix, à travers différents programmes et actions de formation, de communication et de recherche. Car pour nous, le plus important, c'est de ne jamais lâcher le terrain, surtout lorsque ce dernier est disputé. Pour en parler, nous avons rassemblé un groupe d'experts travaillant dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie, de la santé mentale et de l'autonomisation des communautés, apportant des perspectives variées, allant des institutions régionales aux relations internationales, en passant par l'expertise en neurosciences. Je passe donc la parole à Madame Kenza Aboud pour vous présenter nos intervenants. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kenza Aboud, je suis une jeune ambassadrice de la paix d'ICESCO et je viens de la Suède. Je suis ravie de prendre à cet échange pertinent, donc merci pour cette contribution. Et ce panel s'inscrit dans une réflexion multidisciplinaire réunissant plusieurs expertises clés. Donc maintenant, je vais appeler les panélistes d'abord. Donc Madame Maguette Mbaye, ambassadrice Fondation Trophée de l'Africanité de la paix. Merci. Monsieur Jawed Kerkoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales. Madame Bouchra Serour, thérapeute et formatrice en neurosciences. Et Monsieur Bertin Pouayab, enseignant-chercheur de l'Université de Paris. Comment renforcer le leadership féminin comme levier durable de paix en Afrique? Merci. Merci Madame pour la question. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de nous donner la parole sur cette thématique essentielle, qui est le leadership féminin pour la paix en Afrique. Nous pensons souvent aux négociations politiques, aux accords diplomatiques ou aux interventions internationales. Pourtant, l'histoire africaine nous enseigne que les femmes ont toujours été des actrices majeures de la paix. Souvent dans l'ombre, mais avec un impact considérable, à travers les générations, les femmes ont joué un rôle fondamental dans la médiation, la cohésion sociale et la reconstruction des communautés après les conflits. Elles ont été les gardiennes du dialogue lorsque les divisions menaçaient le tissu social. Je voudrais illustrer cela par deux exemples marquants. Le premier est celui de Leymah Gbowé au Libéria, face à une guerre civile qui avait plongé le pays dans la violence pendant des années. Elle a mobilisé des milliers de femmes chrétiennes et musulmanes autour d'un objectif commun: exiger la paix. Le mouvement non violent a contribué à mettre fin au conflit et a ouvert la voie à une transition politique. Cette mobilisation a également permis l'élection de Ellen Johnson Sirleaf, qui est la première femme présidente élue en Afrique. Le deuxième exemple est celui des femmes de la Casamance au Sénégal, qui est également mon pays. Pendant plusieurs décennies de conflits dans cette région, les organisations féminines, des mères de famille et des leaders communautaires ont joué un rôle essentiel dans le maintien du dialogue entre les différentes parties. Elles ont multiplié les initiatives de médiation, de sensibilisation et de rapprochement entre les communautés. Leur engagement a démontré que les femmes peuvent être des passerelles de confiance lorsque les tensions semblent insurmontables. Ces exemples nous montrent une réalité essentielle. Les femmes ne sont pas seulement des victimes des conflits, elles sont aussi des artisanes de solutions. La question aujourd'hui est donc,
Comment adapter cet héritage aux défis contemporains de l'Afrique? Je crois que cela passe par 3 actions prioritaires. Premièrement, il faut intégrer davantage les femmes dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Les femmes doivent être présentes non seulement au niveau communautaire, mais aussi autour des tables de négociation où se prennent les décisions stratégiques. Deuxièmement, nous devons investir dans le leadership des jeunes femmes, les défis actuels qui agissent de l'extrémisme violent, des crises politiques, des migrations ou encore des tensions liées aux ressources naturelles, nécessitant une nouvelle génération de femmes leaders capables de promouvoir le dialogue et la cohésion sociale. Troisièmement, il est essentiel de renforcer l'automatisation économique des femmes. Une femme qui a accès à l'éducation, aux opportunités économiques et aux responsabilités décisionnelles devient un facteur de stabilité pour sa famille, sa communauté et son pays. Il ne peut y avoir de paix durable sans inclusion économique. Je suis convaincue que le leadership féminin n'est pas seulement une question d'égalité, c'est une nécessité stratégique pour l'avenir de notre continent. L'Afrique a besoin de davantage de femmes médiatrices, de femmes entrepreneurs, de femmes élues et de femmes engagées dans la société civile qui osent croire en la capacité à transformer leur environnement. La paix ne se construit pas uniquement dans les institutions, elle se construit aussi dans les familles, les écoles, les entreprises et les communautés. Et dans tous ces espaces, les femmes ont un rôle irremplaçable à jouer. Si nous voulons une Afrique plus stable, plus prospère et plus résiliente, nous devons faire du leadership féminin un pilier central de notre stratégie de paix. Je vous remercie. Merci Madame Mbaye. Maintenant, je vais poser une question à Monsieur Jawad Kerkoudi, président de l'Institut marocain de relations internationales. Alors, Monsieur, face aux défis sécuritaires et aux tensions régionales en Afrique, quelles initiatives vous semblent les plus prometteuses pour renforcer la coopération entre les pays africains? Merci. Merci de cette question. Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure dans mon exposé global. Alors je voudrais revenir pour répondre à votre question. Alors les guerres régionales et notamment les actes terroristes traversent les frontières des pays africains, notamment au Sahel. Pour faire face à ces défis, il faut tout d'abord une coopération bilatérale entre pays africains pour l'échange d'informations concernant l'identification des rebelles ou des terroristes, leurs mouvements transfrontaliers et, si possible, les cibles qu'ils prévoient d'attaquer. Cette coopération doit s'étendre aux organisations régionales de l'Afrique, car plusieurs pays peuvent être concernés par les actes de guerre ou de terrorisme. On peut citer à titre d'exemple la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a déployé plusieurs missions de maintien de la paix et coordonne la lutte contre les groupes terroristes dans le Sahel et le golfe de Guinée. La communauté de développement de l'Afrique australe a aussi mené des opérations de sécurité au Mozambique contre l'insurrection djihadiste. La communauté de l'Afrique de l'Est, qui déploie des forces régionales, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Enfin, l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui est active dans la Corne de l'Afrique et qui est impliquée dans le processus de paix au Soudan du Sud et en Somalie. Enfin, l'Union africaine intervient par la médiation des États ou groupes en conflit, envoie des missions de paix, soutient les processus de réconciliation
et coordonne la lutte contre le terrorisme. C'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui est chargé de prévenir et gérer les conflits. Malgré toutes ces organisations, plusieurs difficultés persistent. Pour y remédier, il faut renforcer la coopération sécuritaire entre États africains, améliorer le partage du renseignement, développer les régions les plus pauvres, lutter contre la corruption, créer davantage d'emplois pour les jeunes et renforcer les capacités financières et militaires de l'Union africaine pour des interventions plus rapides dans les crises. Merci. Merci beaucoup, M. Jamel. Nous passons à la question destinée à Mme Boshra Sarour, thérapeute et formatrice en neurosciences. La paix commence par la paix intérieure, le dit-on souvent. Selon vous, quelles sont les principales leçons que peuvent nous donner les neurosciences pour des interactions plus pacifiques entre humains? Et y a-t-il des spécificités africaines que l'on peut valoriser en ce sens? Merci. Je vais répondre en deux parties. Je vais commencer par une question. Si demain je vous amène un ordinateur très puissant, je vous dis que c'est le meilleur processeur qui existe sur le marché, je vous dis que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez avec, et je vous amène avec des logiciels, entrepreneuriat, mentoring, business, finance, économie, leadership, tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, mais attention, cet ordinateur, il y a des virus. Il y a des virus sur cet ordinateur. Débrouillez-vous. Je vous donne les programmes. Vous pouvez faire du leadership féminin. Est-ce que vous pourriez travailler avec cet ordinateur tel quel? Je vous pose la question. Non. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Il faut une reprogrammation. Alors, je suis une femme africaine et on m'a toujours dit, ne sois pas trop, ne parle pas trop fort, ne sois pas trop visible, ne prends pas trop de place. Trop par rapport à qui, trop par rapport à quoi? Et en fait, ces phrases, même si elles sont calmes, elles sont basiques, elles ne sont pas violentes, elles me programment. Ces phrases programment notre cerveau. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que les neurosciences ont expliqué, c'est que le cerveau a été programmé dès l'enfance. Aujourd'hui, mon travail, et j'aime dire que je suis spécialiste en reprogrammation du cerveau, et je reprogramme les cerveaux grâce aux neurosciences. En Belgique, il y avait une histoire d'une jeune fille qui est arrivée, une mineure étrangère non accompagnée, elle est arrivée du Cameroun. Je l'ai accueillie à 21h du soir, elle était enceinte, et elle m'a dit, madame, ce bébé, je ne l'ai pas choisi, j'ai été victime, et aidez-moi. On l'a aidée, elle a accouché, et puis avec ce bébé en main, elle m'a dit, tu sais, je lui ai donné ton prénom, Boshra. Je dis, oh, waouh, c'est génial et tout, j'étais trop contente. Elle me dit, tu sais pourquoi? Elle m'a dit, parce que tu m'as aidée. Tu m'as montré qu'il y avait une possibilité de voir la vie autrement. Et en fait, c'est ça, c'est ce que les neurosciences amènent pour le leadership en Afrique, c'est que la découverte principale des neurosciences, c'est la neuroplasticité. Alors c'est quoi la neuroplasticité? Je ne vais pas faire trop long, mais c'est simplement la possibilité du cerveau de se reprogrammer. Peu importe ton âge. Et on nous a fait croire qu'à 25 ans, c'était fini. Non. Jusqu'à 25 ans, et j'appelle la jeunesse aujourd'hui à développer au max les neurones, mais jusqu'à 25 ans, c'est un développement massif, mais on peut toujours se reprogrammer, on peut toujours changer de pensée, de mindset, on peut apprendre jusqu'à la mort. Et Dieu merci. Alhamdulillah. Et les neurosciences nous ont amené la neuroplasticité. Alors, ayant travaillé avec les victimes de guerre, notamment les mutilations génitales, les violences sexuelles, mon combat, mon envie, c'est d'aller auprès de ces filles, auprès de ces femmes et de leur dire, peu importe ce qu'on t'a fait subir, peu importe ce que tu as vécu dans ta famille, dans ton foyer, à l'école, ou peu importe, eh ben, tu peux recommencer à zéro. Mais je ne vais pas venir, et c'est un peu mon discours aujourd'hui, je remercie M. Nasrallah de m'avoir fait intervenir, je ne vais pas venir en disant, voilà,
un programme de leadership, un programme de mentorat, un programme de ci, un programme. C'est très bien, on en a besoin. Mais avant tout, il faut reprogrammer le cerveau parce qu'elle a été programmée à penser qu'elle n'était pas assez, qu'elle devait toujours être moins. Et on reprogramme le cerveau. Et c'est ce que les neurosciences ont apporté. Alors, pour la deuxième partie de mon intervention, vite fait, est-ce que la paix, on dit que la paix intérieure est un peu, oui, très vite. Pour les hommes qui sont mariés, quand votre femme est de mauvaise humeur, c'est comment à la maison? Ne dit-on pas que les foyers sont la représentation d'une société? Pourquoi? Parce que la femme est le socle de la vie. On dit en islam que le paradis est sous les pieds des mères, dans le sens où, si tu veux une paix intérieure, le paradis, une paix intérieure et la félicité, eh ben, il faut que ta maman soit heureuse et soit bien et soit contente. J'arrive à traiter des familles entières juste avec la femme. Juste en travaillant avec la maman, je peux travailler sur l'émotion, le mindset de son mari, sans l'avoir jamais vu, sur le bien-être de ses enfants. Donc, est-ce que la paix commence par la paix intérieure? Oui, parce que tout est une question d'énergie quantique. Et donc, si on ne travaille pas sur la paix intérieure, la reconstruction, et l'identité africaine a été brisée par différents facteurs, nous tous, et on a besoin de reconstruire, de se reconstruire, de croire en nous, et de pouvoir redémarrer à nouveau sur les bases. Est-ce qu'on a des principes dans notre culture? 30 secondes. Une minute. Une minute, ah, c'est encore mieux. Est-ce qu'on a des principes dans notre culture qui peuvent nous aider? Oui, on a les discussions familiales. Alors, ayant vécu en Europe, je peux faire la différence entre la culture européenne et la culture africaine. On a les dîners familiaux, on a les partages de repas, on a les chants, les danses, qui sont des exutoires, qui sont des possibilités pour pouvoir redémarrer, se reprogrammer. Voilà, le sujet est long, alors je conclurai juste avec cette phrase. Si tu veux que ton programme, si vous voulez que le programme sécuritaire, le programme économique, leadership, tout ça fonctionne, il faut d'abord reprogrammer les cerveaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Mouchra. Je passe maintenant la parole à Monsieur Bertin Koyev, excusez-moi, enseignant-chercheur à l'Université de Paris, avec cette question: comment l'autonomisation des femmes africaines par les innovations transformatives peut-elle contribuer à une paix durable en Afrique? Je vous remercie. Et une fois de plus, salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Je suis, comme il a dit, professeur Bertin Koyev. Je passe ma vie à faire de la recherche. À faire de la recherche dans le sens des impacts sociaux et sociétals. Et l'africanité doit être un outil ou un levier de développement de performance et de compétences. Donc, par rapport à la thématique de ce jour, je vais simplement vous dire que lui, Aragon, disait que la femme est la vie de l'homme. C'est-à-dire, nous devions comprendre qu'elle a un peu dessiné en parlant des neurosciences, que la femme est au centre de tout, est un atout pour le règlement des conflits. Et dans notre contexte africain, on a l'habitude de se retrouver autour de nos mamans pour régler certains litiges que même l'homme ne peut pas régler. Alors, je veux dire ici simplement que si les comportements parmi les principales victimes dans les conflits entre les États ou au sein des gouvernements est une surprise il est une surprise généralement de constater les sociales, économiques et politiques. Or, leur implication dans la vie économique améliore la résilience des populations face aux crises causées par des conflits armés. Je veux aussi vous dire très simplement que quant à leur présence au sein de ces institutions, au-delà de cette contribution, on se rend compte que les désaccords liés à la répartition des pouvoirs entre les acteurs peuvent nous mener à des conflits incompréhensibles. Or, l'action de la femme est de rassembler. Elle est une conciliation. Or, rendons-nous compte que la source de plusieurs conflits, ou bien pour ceux qui ont dit l'histoire des révolutions, part toujours généralement
du fait que les gens ont faim. Donc toutes les révolutions sont basées sur la famille, globalement. Même quand on prend la Révolution française 1789, les gens ont eu faim. Il y avait la lutte des classes. Or, nous devions être dans une posture de construire ce que nous appelons la lutte des classes. On se rend compte que grâce à la femme, on peut arriver à cette déconstruction. Parce que dans notre contexte africain, comme à l'échelle mondiale, plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour tenter d'améliorer l'autonomisation des femmes, telles que l'amélioration de leur accès à l'emploi et au financement bancaire, ou encore le lancement des programmes et des incubateurs pour les accompagner dans l'entrepreneuriat. Nous nous proposons d'exploiter ici une voie plus innovante, celle de l'innovation transformative, en raison des impacts concrets, impacts sociétals qu'elles peuvent avoir sur l'instauration d'une paix plus durable dans le monde et grâce aux femmes. Et comme je le dis toujours, nous sommes des Africains. Et dans notre contexte, on a eu des leaders. Je prends l'exemple de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui aujourd'hui, grâce au mécanisme qu'il met en place en faveur de l'éducation et de la promotion de la femme dans la dynamique du développement par l'acquisition de compétences innovantes, qui est un bel exemple pour nous, nous amène à croire que la richesse de nos matières premières doivent être imprégnée un outil ou un atout pour le développement des compétences, pour le développement de l'Afrique. Donc, il nous revient à nous accentuer sur le développement des compétences pour transformer ces richesses et développer une paix certaine en Afrique. Car notre avenir dépend de nous-mêmes. Je vous remercie. Donc, merci à chacun pour vos interventions. Alors, je vais maintenant poser une question générale, ouverte à toute personne souhaitant y répondre. Alors, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à une jeune qui veut s'engager dans la construction d'une Afrique et d'un monde de paix? Alors tout d'abord, ce qu'il faut constater malheureusement, c'est que nous vivons actuellement une situation très dangereuse sur le plan international. Et je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais connu, je ne veux pas dramatiser, mais c'est la vérité, on n'a jamais connu une situation telle que nous la connaissons actuellement. Alors, très rapidement, il y a ce qu'on va parler ce matin, des guerres et des conflits en Afrique. Il y a la guerre en Iran. Il y a le conflit israélo-palestinien, il ne faut pas l'oublier, qui n'est toujours pas réglé actuellement. Et c'est un conflit qui persiste depuis 70 ans. Et il y a, même en Europe, qui n'a pas connu de conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a la guerre en Ukraine après l'invasion de la Russie. Et j'ai l'impression que ce sont les forces de puissance qui prennent le pas sur les forces de paix, malheureusement, actuellement. Et les organisations internationales qui sont censées maintenir et préserver la paix sont actuellement paralysées, notamment l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Alors maintenant, je veux revenir aux jeunes pour répondre exactement à la question. Moi, je crois que la condition première est de disposer d'une éducation scolaire la plus poussée possible pour mieux comprendre les problèmes nationaux et internationaux. Je l'ai dit encore ce matin, l'éducation est absolument indispensable et on ne peut pas comprendre à la fois les problèmes de son pays et ceux internationaux. Alors, je termine rapidement. La seconde condition que je conseille aux jeunes,
c'est d'intégrer des associations ou des partis politiques qui prônent la paix et la sécurité. Et je vous conseille une association qui est Abbas, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une association qui est un mouvement citoyen en ligne qui compte plus de 69 millions de membres et qui vise à entendre la voix sur les questions internationales et de sécurité. Et vous pouvez sur Internet contacter et adhérer à cette association. Merci. Moi j'ai envie de dire que pour les jeunes, c'est un peu un domaine de prédilection pour moi et on travaille avec des mineurs étrangers non accompagnés, c'est de valoriser l'identité africaine. On en a discuté avec ma collègue tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui plusieurs identités. On a l'identité occidentale, on a l'identité internet, on a l'identité religieuse, on a plein d'identités. Mais l'identité africaine a souvent été dévalorisée. Et donc pour un jeune, c'est de s'approprier cette identité africaine comme étant un plus à sa personnalité et pas comme étant un frein. La deuxième chose, c'est de pouvoir concilier entre toutes ces identités afin de pouvoir développer par amour son continent. Pourquoi ? En neurosciences, il a été démontré que l'énergie la plus forte, donc elle a été quantifiée, c'est ce qu'on aime chez les neurosciences, c'est scientifiquement prouvé, que l'énergie la plus forte est l'énergie de l'amour, pas l'énergie de la colère ou ni même l'énergie de la haine. Et avec l'énergie de l'amour, il y a plein de choses qui peuvent être construites. Donc si tu aimes ta patrie, l'Afrique, ben, tu vas pouvoir la défendre, l'aider à grandir, comme ton bébé finalement, tu vas pouvoir l'aider à se développer. Et donc j'ai envie de dire que, et aussi merci M. Jawad pour cette information, ce petit point en plus sur l'éducation, c'est l'éducation à la citoyenneté africaine. On nous a éduqués à l'éducation à la citoyenneté européenne. L'éducation africaine, elle est importante et je suis heureuse. Juste un petit mot, j'ai un exemple ici, alors elle ne sait pas que je vais le dire, mais j'ai une amie ici présente, je suis heureuse de la voir. C'est l'exemple type d'une jeune dame qui est marocaine, qui est partie du Maroc et qui est partie au Ghana et qui a créé sa propre marque de vêtements avec justement cette identité africaine générale. Et donc c'est vraiment ce genre de projet qu'il faut encourager et je pense parce qu'elle a parmi, comme d'autres personnes, assimilé l'identité africaine comme étant une identité globale et pas identité simplement marocaine ou simplement de chaque pays. Voilà, merci. Je vous remercie. Je crois que les deux panélistes ont dit des choses très intéressantes. Il faut revenir à la contextualisation. Parce qu'en fait, un des leviers majeurs, c'est toujours de s'interroger où sommes-nous et où allons-nous. Un grand Africain disait, il y a très longtemps, Madou Koné, il a dit un jour, quand on a loupé la ligne de départ, il vaut mieux chercher à la retrouver. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Nous avons cru qu'on peut prendre d'autres modèles pour développer. Pourtant, l'Afrique, c'est un socle, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique a des valeurs. L'Afrique peut régler ses problèmes sans avoir besoin des autres. Donc, globalement, moi, je vais vous dire, les innovations transformatives ou innovations sociales au pouvoir transformatif ont tout d'abord la capacité de créer une rupture entre les structures dominantes de la société. Ça, c'est fondamental. Et elles peuvent donc contribuer à déconstruire lentement, mais sûrement, les idées préconçues relatives à l'égalité. Même quand on prend l'égalité des sexes et à la transformation en profondeur des mentalités, parce que tout sur le mindset. Il ne faut pas croire que nous pouvons rêver. Si nous pensons à l'Afrique, si nous aimons l'Afrique, nous devions être au service de l'Afrique. Moi, je suis un produit des universités françaises, mais aujourd'hui, mon champ de recherche, c'est l'africanité. C'est comment est-ce que l'Afrique peut, aux yeux du monde, dans un monde où aujourd'hui on produit crise, il a dit, c'est une multitude de crises qui sont parfois liées aux égos et au fait qu'on nous a trompés, parce qu'on fait de l'Afrique un champ de conflits. Mais en réalité, c'est des conflits importés. Donc, nous devions comprendre que
les mentalités qui sont encore dans cette notion de violence faite aux femmes ou aux filles, et ensuite dans l'optique de produire des normes des communes ou en faveur de l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire que si on ne va pas vers l'essence qui est cette femme, la femme pour nous c'est l'amour généralement. Si elle n'était pas l'amour, elle ne serait pas reproductive. Ça, il faut comprendre que nous devions être dans un modèle de production des règles basées sur des regards croisés entre les différents représentants, des dimensions dont l'objet sont régulièrement les notions de transformation, de régulation, les meilleures chances à tendre vers l'édition et croire que nous pouvons nous-mêmes créer des traits. En prenant l'exemple du Maroc, je le dis toujours, en 26 ans, on a vu le Maroc se transformer. C'est parce qu'il y a eu un rêve et que dans ce rêve, il y avait une vision. Je vous remercie. Je ne sais pas si je suis légitime à donner un conseil après ces éminentes personnes et c'est un honneur d'être parmi vous. Mais moi, le seul conseil que je pourrais donner à une jeune femme, étant une jeune femme, c'est d'avoir des valeurs et de se connaître soi-même. Parce que le plus important chez une femme, c'est de se connaître, c'est de connaître ce qu'elle peut faire, même chez une personne en général, et de pouvoir optimiser ses capacités et d'optimiser ses connaissances, par exemple. Et un autre conseil, c'est de ne jamais se comparer aux hommes. Une femme ne doit pas se comparer aux hommes. Nous ne sommes pas supérieurs aux hommes. Les hommes... Bonjour, c'est Madame Soukina Skraoui, spécialiste en santé publique et vice-présidente de la Fondation marocaine de la diplomatie innovante. Aujourd'hui, dans ce 5e sommet de l'africanité, dont le thème est le leadership féminin, je soutiens totalement M. Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et ce qu'il fait pour la femme africaine. Donc, je vois qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'une personne comme lui. Et voilà, merci beaucoup. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكينة سكراوي نائبة رئيس المؤسسة المغربية للدبلوماسية المبتكرة، واليوم ونحن في المؤتمر الخامس للقمة الإفريقية كنبغي نوجه الدعم ديالي الكلي لمسيو ماكي سال كنموذج لشخصية قيادية في إفريقيا وخصوصا في قيادة المرأة. فاليوم إفريقيا كتحتاج الناس بحال مسيو ماكي سال كنموذج باش إلا بغينا نوصلوا ونساهموا في التنمية والتغيير الإيجابي. شكرا جزيلا. C'est bizarre, faut pas compter sur moi. Ayman. C'est bon. Zina, malade. Bravo. Avec son main, Deux à gauche, deux à droite. Merci. Attendez.
Merci beaucoup. J'appelle professeur Zouali Kalima, directrice de la Cité de l'Innovation Université Mohamed V. Merci. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, comme j'ai dit, ce n'est pas une consécration, c'est juste, c'est ce qu'il faut faire. Là, attention, c'est une dame qui pendant 10 ans, le centre d'accueil d'entrepreneuriat, c'est l'université de elle a fait du bien à la jeunesse, non pas seulement marocaine, mais africaine. Bravo. Je vous conseille de rester, d'écouter leur intervention, parce qu'ils vont intervenir plus tard. Merci. Effectivement, nous aurons le plaisir d'écouter ces dames inspirantes. Félicitations. Merci. J'appelle Madame Jamila Rezgaoui, vice-présidente de la Fédération marocaine de la franchise. Alors, c'est juste pour vous dire, c'est la diaspora marocaine qui est là avec nous et elle est là en ce moment au Maroc, mais elle est vice-présidente de la franchise, donc elle aussi elle va intervenir. Normalement, ce sont des intervenantes qui se sont déplacées, qui sont venues. Nous avons étudié et nous avons décidé de leur remettre, de les honorer par la médaille de la reconnaissance africaine. Donc voilà. Alors attention, elle est venue du Mali. Elle est fatiguée. Alors, comme je disais, la Fondation a fait de cette distinction bien plus qu'une récompense. C'est un acte qui récompense ces femmes, ces leaders. Cette dame, je vous le dis, dès le début, elle m'a poussé à faire le 5e sommet avec le leadership féminin. Je vous le dis tout de suite, je suis témoin. Elle a combattu, on va venir à nos charges, on va s'occuper, ne vous inquiétez pas, on va venir. Et vraiment, je voudrais lui rendre hommage parce qu'il est fatigué et un peu malade. Malgré ça, elle a accepté de faire le voyage, accepté d'être parmi nous. Elle va intervenir tout à l'heure et vous allez être surpris parce qu'elle est la présidente d'une grande organisation de leadership féminin au Mali. Merci beaucoup. J'appelle Madame Ogéraldine Zongoula, RCA, ambassadrice WOSMI en République centrafricaine. Je pense que vous pouvez vous pousser un peu, mesdames. Merci beaucoup. Voilà, je vous présente ici notre ambassadrice de la Fondation en République centrale d'Afrique, et une grande dame, Madame Géraldine. Elle aussi, vous allez la découvrir. Mettez-vous là. Merci beaucoup. J'appelle Madame ambassadrice de la paix FTA Université de Mohamed V, Rabat. Merci, merci. Allez-y. Madame Sheima, mademoiselle, venez. J'aime bien. Non. Allez, alors je disais, j'appelle... Pardonnez-moi. J'appelle Madame... Alors c'était vous. Oui. Madame Sheima Tagio, mademoiselle. Oui, ambassadrice de la PFTA Université Mohamed V, Rabat. Maroc, chirurgienne cancérologue, membre de la commission pour le nouveau modèle de développement, consul honoraire de Gambie, présidente de l'association de cœur des femmes. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Madame Naïma Kourchi, Maroc, fondatrice présidente d'Africa Women's Forum. Oui, merci à vous de votre présence. Vous honorez le podium. Merci. Madame Grace Manuela Ngouan, Gabon, serial entrepreneur social. Alors voilà une autre ambassadrice qui a fait le déplacement, qui vient du Gabon, pour être honorée et pour qu'on puisse entendre sa voix. Vraiment, je salue votre déplacement et je vous remercie. Je vous invite aussi à l'écouter parce que c'est aussi une autre grande dame d'Afrique. Oui, on aura le plaisir, bien sûr, d'écouter toutes ces dames. Madame Francine Bélier, Togo, fondatrice Nucleus of Change, spécialiste stratégie digitale. Pour soutenir Merci beaucoup. Madame Aminata Cabré, Burkina Faso, fondatrice de Boxwell Group. Madame Brescia Rudel Samba, Congo-Brazzaville, coordinatrice à SOC pour le développement des migrants au Maroc. Aminata, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors voilà, notre ambassadrice qui a fait le déplacement du Burkina Faso. Bravo pour avoir fait ce déplacement et merci de venir à Rabat pour rejoindre ce Madame Mireille Liliane Saki Ishiman, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Madame Karki Ramatou Adamou, Niger, membre commission paix, sécurité et cohésion sociale. La Côte d'Ivoire encore. Ah, c'est vous, mais vous êtes diaspora Côte d'Ivoire en France. Exactement. Bon, d'accord. On va vous écouter tout à l'heure. Oui. Madame Princia Regla Samba, Congo-Brazzaville, coordinatrice association pour le développement des migrants au Maroc. Elle n'est pas là? Pardon, madame. Alors, monsieur Lionel Zamba Gabon, expert gouvernance territoriale, migration. Nous l'avons ici. Je rappelle madame Francine. Elle est là. Alors, le Togo. Félicitations. Madame Francine Bélier, Togo, fondatrice Nucleus of Change, spécialiste stratégie digitale. Sous vos applaudissements, vos mesdames et messieurs. Et comme la fondation quand même honore les hommes, j'appelle monsieur Smaïl Hafedi, directeur du centre universitaire de formation et d'expertise de l'université Mohamed V de Rabat. Alors c'est monsieur Lionel Zamba, expert gouvernance territoriale migration. Gabon. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, honneur et place à monsieur Smaïl Hafedi Alaoui, directeur du centre universitaire de formation et d'expertise, Université Mohamed V de Rabat. Monsieur. Donc, nous allons demander une photo de groupe, une photo de famille, avec les distingués membres, avec les intervenants.
Allez-y, messieurs les ambassadeurs. Attendez, Oui. je viens de voir Oui, dites-moi. un grand monsieur, on lui remet la médaille, c'est monsieur Hassan Tarmari. Et présentez-vous parce que je préfère que vous dites. C'est un grand diplomate. Hein? Enchanté, monsieur Hassan Tarmari. Donc j'appelle monsieur Hassan Tarmari du Maroc. C'est ça? Ça nous fait que du bien d'agrandir la famille. C'est un des rares Marocains qui a été honoré en Malaisie avec le prix de... Bravo, bravo monsieur. Vous honorez le podium. Merci. J'appelle aussi Madame Soukaina de passer s'il vous plaît au podium. Soukaina, c'est Madame Soukaina Karawi. Elle nous a beaucoup aidés lors de l'organisation de ce sommet. Elle est conseillère du ministère de la Santé. Elle est présidente d'une association des infirmières. Je tiens à la féliciter pour tout ce que vous avez fait pour ce sommet, pour vos encouragements et surtout pour votre présence jusqu'au bout. Bravo. Merci beaucoup. Une photo de famille. Avec Sabria aussi. Avec Sabria, merci. Merci de se rappeler que je suis une femme. Merci. Voilà. Raja, chirurgienne cancérologue. Je suis ravie de parler d'un sujet essentiel, vital, celui de la santé. Cette santé à qui aujourd'hui devient dans notre continent primordial pour que toutes les politiques aillent dans le sens d'avoir des systèmes de santé forts, pérennes, avec une souveraineté sanitaire. Les crises que l'on passe ou que l'on a passées nous démontrent que la santé doit être au cœur des politiques et pour pouvoir avoir un développement du pays et du continent. Nous sommes convaincus que la personne qui pourrait défendre, qui pourrait réguler, qui pourrait donner cette souveraineté à notre continent est M. Macky Sall à la tête de l'ONU, comme secrétaire général de l'ONU. Nous avons eu le plaisir et le privilège de l'écouter dans ses discours au niveau des tribunes de l'ONU et l'on sait combien il défend la santé des peuples, la santé des femmes en particulier qui sont les piliers de société. Nous prions qu'il gagne cette bataille. Il sera le meilleur représentant au monde des populations et des droits des populations, en particulier dans la santé socle de la vie. Aminata Katré, entrepreneur engagé du Burkina, je soutiens la candidature de Macky Sall. Je le soutiens fermement. En tant que leadership féminin, je soutiens cette candidature. C'est un meilleur choix pour l'Afrique. Je vous remercie. Bonjour, je suis Madame Samba de l'association ADMMP ici à Casablanca et je suis aussi responsable commercial au sein de la société AGB Solutions. Donc j'apporte mon soutien à la candidature du président Macky Sall, du secrétaire général à l'ONU. Au 5e sommet de l'Africanité, je suis Grace Manuela Engouan, serial entrepreneur social et aujourd'hui je soutiens la candidature du président Macky Sall au secrétariat général des Nations Unies. Comme vous le savez, c'est un homme qui a toujours porté le leadership féminin et aujourd'hui en tant qu'Africaine, je souhaite que nous soutenons un Africain et nous croyons fortement en tant que femmes que sa candidature est la meilleure. Je soutiens Macky Sall, pour Macky Sall, nous sommes là et toutes les femmes de l'Afrique sont là. Je suis Mamadou Momaba,
directeur de la coopération internationale du groupe Sim Santé et CEO du cabinet Impactus Group. Je coordonne également la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies à partir du Maroc. Et donc je souhaite que la candidature du président Macky Sall passe et qu'il gagne avec succès, un succès éclatant lors de cette élection pour le prochain secrétaire général des Nations Unies. Bonjour, je suis Mamadou Momaba, directeur de la coopération internationale du groupe Sim Santé et non moins le CEO du cabinet Impactus Group. Je souhaite vraiment beaucoup de chance au candidat Macky Sall lors des prochaines élections au niveau du secteur. Je suis Mamadou Momaba, directeur de la coopération du groupe Sim Santé et non moins CEO du cabinet Impactus Group. J'apporte mon soutien au candidat Macky Sall pour les élections du prochain secrétaire général des Nations Unies. C'est le candidat de l'Afrique, c'est le candidat d'un monde qui se veut meilleur, c'est le candidat des femmes, puisque nous sommes ici pour un forum de leadership et que vraiment j'associe ma voix, mes vœux à ceux des femmes qui m'ont dévancé. Donc très bonne chance au président Macky Sall. Je suis Cherkaoui, professeur émérite à la faculté des sciences de l'université Mohamed V. Et par ce message, je soutiens le président Macky Sall pour son élection comme secrétaire général des Nations Unies. واليوم الحمد لله تنظموا هذه السانكيام إديسيون باش نعطيو الكلمة للمرأة الإفريقية تجي وتعبر هي الفكر ديالها، لأن اليوم قبل كل شيء نعرفوا بأن المرأة المغربية عطات المثال بأن راه ممكن امرأة إفريقية ممكن تقدم ممكن تفتح واحد المجال جديد وتساهم. وسيدنا الله ينصرو راه عطى جميع التعليمات اللي هما بينوا الحقيقة بأن اليوم المغرب تبدل هو المرأة المغربية. وهنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات وجات على حسابها باش يمكن لهم فعلا يبينوا كان هذه المحبة ديالهم ديال المغرب وكان المحبة ديال حقيقة غادي يمكن لهم يتمتعوا هما بالمثال المغربي اقتصادي وثقافي وإنساني. وهنا عندنا واحد الدور مهم إن شاء الله باش نديروا نهضروا على اللجنة الخارجية ديال المرأة حتى هي راه معنا وحتى هي راه تبارك الله تتمثل واحد الدور كبير ديال المغرب في الخارج. والحمد لله هذا نهار كبير لنا وتنشكروا الجميع الناس اللي ساندونا الجامعه وتنشكروا السفاره المالكه والحمد لله الناس اللي هما عندهم الخبرات هما في هذا الموضوع. لان الهدف ديالنا في هذا المؤتمر باش نبقاو الهدف ديالنا هو هذه الكلمه ديال المراه الافريقيه اللي جات هنا المراه المغربيه. هذه الكلمه هذه تحط الوزن ديالها وتتغير وتتساند التعليمات اللي عطا سيدنا الله ينصرو ولا يجعل في لنا. وهذا اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Aucun pays, aucune société. What